Oui, alors je voudrais dire quelques mots du mouvement Nuit debout et puis également de la loi travail. Alors le premier mouvement, c'est en voie d'essoufflement relatif. Alors d'abord, oui, il faut faire un effort de charité d'une certaine manière, puisque effectivement, quand on voit les spécimens Place de la République et puis un peu ailleurs en France, on a envie un peu de sortir la machine à claques. Mais je pense qu'il faut aller un peu au-delà. Et bon, ça réclame quand même un certain effort, mais je vais essayer de dégager le noyau positif, enfin ça va aller vite, hein, de cette affaire, avant d'aller sur les inévitables critiques. D'abord, ce mouvement exprime une très vieille tendance française qui nous caractérise véritablement, puisque nous sommes le peuple le plus politique du monde, à traiter le social de manière politique. Alors ça a quelques inconvénients, notamment ceux parfois d'idéologiser excessivement peut-être les débats socio-économiques, mais ça a cet avantage justement de poser leur dimension politique, à la différence des Allemands qui eux traitent plutôt le politique sur le mode social. Ils font l'inverse, mais qui finissent par accepter tout et n'importe quoi de la part de leurs élites, sous couvert de négociations paritaires, etc. Bon. Donc voilà pour le noyau, disons, un peu positif, un peu encourageant. Sinon, bien évidemment, ce mouvement est informe, c'est-à-dire qu'il correspond tout à fait à la critique adressée dès juillet 68 dans un petit opuscule tout à fait stimulant par Jacques Duclos, le stalinien Jacques Duclos, anarchiste d'hier et d'aujourd'hui, ou comment le gauchisme fait le jeu de la réaction. Et il évoque la notion d'amorphisme révolutionnaire. Hein, cette dimension, c'est travail révolutionnaire qui ne mène à rien, qui dissout les formes, n'en propose aucune, et qui lui semblait caractériser mai 68. Alors si Nuit debout est un micro mai 68, je ne pense pas, parce que précisément ce qui a fait la dimension quasi révolutionnaire de mai 68, c'est que toutes les dimensions économiques, sociales et politiques étaient branchées. Là, il s'agit simplement d'un mouvement social, alors reconductible apparemment à l'infini, puisque les revendications étant informes, même s'il y a une critique de la loi travail, mais qui est prise dans une espèce de revendication libertaroïde, somme toute assez vague, eh bien ce mouvement est reconductible à l'infini d'une certaine manière. Alors quant au fond, justement, oui, c'est un mouvement à la fois libertaire et qui réclame de la protection. C'est une des contradictions. D'ailleurs, dans Sévèrement français, j'évoque cette contradiction au sujet de Michel Onfray, qui est un personnage que j'estime beaucoup, mais qui s'égare, à mon avis, quand il considère qu'il faudrait un État libertaire. L'État en soi n'est pas libertaire, il détient le monopole de la violence légitime, de la puissance létale. Il ne vise pas simplement le confort des individus, même s'il préserve certains de leurs droits. Donc il y a un pan libéral, si l'on veut, au sens du libéralisme politique, des libertés publiques, qui est au cœur de la formation de l'État moderne, mais il n'est pas là pour permettre à chacun de vaquer à ses jouissances ou à ses expériences libertaires. Donc c'est déjà un autre problème de ce mouvement. Ensuite, il y a sa sociologie, bien évidemment. C'est-à-dire que il est composé à parité de bobos, très prochainement intégrés dans le cycle du travail, qui sont étudiants et qui savent très bien où ils vont. Pour certains, ça sera la génération PS des années 2030, comme ça a toujours été le cas avec le mouvement de 86, avec celui de 95 dans une moindre mesure, mais plutôt le CIP un an avant sous Balladur. Et puis il y a des zonards ou demi-zonards, alors qui eux sont en délicatesse, non pas avec le droit du travail revu par le social-libéral Macron, mais avec le travail tout court. À mon avis, ce qui les dérange, c'est d'avoir à travailler. Et puis il y a des demi-zonards qui sont des étudiants éternellement en première année de sociaux ou quelque chose comme ça, qui finalement auraient les moyens d'intégrer le cycle de la production, mais ne le veulent pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. J'ai grandi à Nantes, dont je suis parti à l'âge de 20 ans. Et justement, à l'époque du CIP et de la fac, j'étais un peu dans la sphère gauchiste, gauchisante.
Et il y avait une espèce de Lénine de sous-préfecture, surnommé Bouski, bon, avec un look à la Lénine, le bouc, les petites lunettes à la Lénine Trotsky, qui était une espèce de figure de ce truc et qui se donnait des airs de conspirateur bakouniniens. Et j'ai un copain qui avait forgé d'ailleurs le très bon concept de RMO nihilisme, alors il faudrait dire RSA nihiliste aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui imaginent révolutionnaire d'être au RSA. Des gens qui par ailleurs, vu leur niveau de formation, auraient sans doute les moyens de s'en passer. Hein. Ce ne sont pas de pauvres gens totalement déstructurés dans la misère sociale la plus noire, hein, absolument pas. Hein. Mais qui revendiquent justement le fait que le circuit de la production, le travail étant pourri, vérolé, toujours, partout, eh bien, ils font œuvre révolutionnaire en touchant l'assistance. Bon. Et alors ce Bouski, le copain en question le recroise 5 ans et 30 kilos après, en train de déguster une espèce de chou à la crème, de religieux, je sais pas quoi, goulûment. Alors il le chambre un peu, il lui dit « Non, t'as pris, etc. » Et puis ils vont un peu sur le fond, et ce Bouski lui dit « Oui, là je vais aller à Bruxelles et je vais bien essorer le système d'aide. » Il se déplaçait comme ça, France, Belgique. En Belgique, ils sont encore plus généreux, mais à ce niveau-là, c'est plus de la générosité, c'est de la prodigalité. Or, Aristote dit bien que la vertu, c'est le juste milieu entre un excès et un manque. C'est pas une synthèse de l'excès et du manque. Hein. Encore une fois, le courage, ça s'oppose à la fois à la lâcheté, le manque correspondant, et puis en même temps à la témérité aveugle, etc. C'est pas une synthèse de lâcheté et de témérité. Vous voyez, c'est pas du centrisme mou. Hein. Bon, et en l'occurrence, quant au don, quant à l'acte de donner, et là ça concerne l'État français ou l'État belge, eh bien il y a une manière de trop peu donner. Pas trop le cas là en France, on pourrait penser au modèle anglo-saxon, en tout cas l'Angleterre du 19e et encore d'une grande partie du 20e siècle, où il y a des bossus dans les rues. S'il n'y a plus de bossus dans les rues aujourd'hui, c'est qu'on met le prix pour ça. C'est 12 ans, je crois, d'infiltration et puis de massage, etc. etc. Bon. Et puis il y a une manière de trop donner. Et là, on en est là, c'est la prodigalité, puisque on dépense des aides qui finalement ne visent qu'à acheter la paix sociale et maintiennent toute une population dans des logiques d'assistance qui sont contre l'éthique du travail au sens ouvrier. J'évoquais Duclos, moi je viens de là, je viens de cet imaginaire-là, c'est-à-dire en gros d'un socialisme de production et pas de prédation. Bon, alors justement, allons sur le fond, ou plutôt la représentation métapolitique qui me semble inspirer ce mouvement. Alors d'abord, ce sont des mondialistes, antimondialistes ou des mondialistes, mais la faute de pensée commise depuis 20 ans par ce courant-là est très simple. C'est qu'il y a une méprise sur l'adage qui veut que l'on puisse et que l'on doive retourner les armes de l'adversaire contre lui, dans une sorte de judo politique. C'est pas faux. Alors là, on peut penser à Internet, on peut penser à la façon dont des moyens médiatiques peuvent être retournés, etc. Ça s'est beaucoup fait dans les années 2000-2010. Mais s'il s'agit, pour combattre l'adversaire, d'adopter sa doctrine fondamentale et sa représentation du monde, on se fait simplement retourner. Et je crois d'ailleurs que la métaphore du cheval de Troie n'est pas celle qui convient. L'entrisme révolutionnaire des trotskistes, on sait où ça les amenait. Ça les amenait à être des agents du système. Point. Donc, à un moment donné, pour être plus raffiné, la métaphore d'Hölderlin, ou plutôt la formule d'Hölderlin reprise par les déconstructeurs, là où croît le désert, là aussi croît ce qui sauve, c'est-à-dire qu'il faudrait, selon la pire des logiques marxistes, qui n'est pas la seule d'ailleurs, pousser jusqu'au bout le capitalisme pour le renverser. Tout ça, c'est de la merde, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est la confrontation directe. C'est d'opposer une représentation du monde à une autre, un monde à un autre. Bon, voilà, donc ça c'est déjà le premier point. Ensuite, le Frédéric Lordon, donc est un auteur relativement intéressant, à mon avis surestimé, mais est devenu une sorte de figure tutélaire du mouvement. Alors c'est un cas assez particulier puisque c'est une sorte de souverainiste social, même pas tout à fait politique, mais social. Alors il essaye de penser tout de même la souveraineté de l'État, mais un État qui finalement paraît, sinon sans peuple, au moins sans nation, sans identité, quoi. C'est-à-dire que c'est la souveraineté des luttes, il devient eurocritique parce qu'il voit bien qu'il n'y a qu'une Europe et c'est l'Europe libérale. Ça, pour le coup, il a raison.
Bon, il y a une autre figure du côté de la gauche souverainiste qui est intéressante, c'est Sapir. Alors lui, c'est un souverainisme politique, vraiment avec une culture de l'État et des institutions françaises. Simplement, ce qui manque, c'est la dimension identitaire. Or, moi, je plaide pour un souverainisme complet, qui soit à la fois social, politique, mais aussi identitaire. La souveraineté culturelle, morale, au sens des mœurs de la nation française. Donc voilà, de toute façon, il y a une insuffisance conceptuelle dans ce mouvement-là, c'est évident, il est informe. Et puis d'autre part, il se prend les pieds dans le tapis parce que d'une part, il mobilise en fait des représentations mondialistes qui sont précisément celles de son adversaire supposé, à savoir le libéralisme. Donc ça, c'est le premier point. Deux, ils vont quasiment tous finir par voter soit Juppé, soit Hollande en 2017, enfin si c'est Juppé, comme ils ont voté Hollande en 2012. Bon, c'est pas moi, hein, c'est eux. Moi, à leur place, ce que je ferais, d'ailleurs, peut-être c'est une idée, je voterais Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second. Voilà, là au moins c'est cohérent. Hein. Simplement, ils ne sont pas capables d'opérer cette jonction parce qu'ils sont encore dans cet imaginaire où le clivage droite-gauche est absolument structurant et où l'antifascisme est lui-même véritablement le mot d'ordre fondamental, le principe organisateur. Or, en réalité, leur antifascisme n'est rien d'autre qu'un antinationalisme, c'est-à-dire que, parce qu'il n'y a pas de fascisme, hein, il y a éventuellement un nationalisme aujourd'hui français, mais il n'y a pas de fascisme. Bon. Donc, quant aux souverainistes qui ne sont pas en même temps nationaux, ça, c'est quelque chose qui m'échappe un peu. La seconde contradiction, c'est que ce mouvement-là n'opère absolument pas sa jonction avec le monde ouvrier. On voit bien qu'il y a des frictions entre la CGT, Nuit debout, les Antifas. Il y a aussi des croisements. Par exemple, la CGT a été bien mal inspirée avec son affiche anti-flic, là, en train de se plaindre de la violence policière. On a envie de dire aux uns et aux autres, allez vous affronter à une police équivalente à celle de Pinochet au Chili, et puis vous reviendrez nous expliquer que vous êtes victime d'un état policier. Hein. Ça commence à bien faire, ça aussi, espèce de fantasmagorie. En outre, les Antifas vont chercher les flics. Ils les provoquent jusqu'au bout. Ils prennent parfois un ou deux coups, mais c'est rien du tout. Hein. Bon, ça c'est vraiment quelque chose qui chauffe un peu, quand on les entend déblatérer là-dessus. Bon, mais sinon, il n'y a pas vraiment de jonction pour une raison simple, c'est que Nuit debout est un mouvement de gens qui ne travaillent pas, qui veulent remettre en cause l'ordre du travail, mais de manière tout à fait informe. Tandis que, effectivement, le mouvement ouvrier, c'est un peu le scénario de 68, hein, un mouvement étudiant et puis un mouvement ouvrier, lui est beaucoup plus sérieux. Et au risque de surprendre ceux qui me suivent déjà, les dernières actions de la CGT m'ont plu. C'est-à-dire que voir ressurgir la figure un peu de l'ouvrier déterminé, à couilles, qui démontre qu'il a le pouvoir de bloquer l'appareil productif, ou en plus ils ont coupé l'électricité chez Gattaz, donc j'ai trouvé ça très drôle, ça me semble plutôt sain. Même si, bien entendu, c'est là que je dirais qu'il y a des accords partiels, il y a des jonctions partielles. Quand on entend Jean-Pierre Mercier de la CGT contre Franz-Olivier Gisbert, qui trimballe sa morgue depuis 30 ans là, de libéral, la grève prend en otage, il les traite de terroristes, etc. Mais bien sûr qu'une grève, c'est fait pour perturber l'infrastructure, donc nécessairement, ça va déplaire à certains et ça va même, je ne sais pas, moi, me nuire si j'ai besoin de me déplacer. Mais enfin, il faut pas être naïf. Si les ouvriers ne se défendent pas eux-mêmes, à travers leur centrale syndicale, dont la CGT, qui était dans une logique de collaboration, Bernard Thibault, tout ça, c'était très très suspect. Je pense que Martinez est un type, comme son prédécesseur, Le Pen, parfaitement suspect. Ce sont des sortes de... comme Édouard Martin, de syndicalistes branchés, d'une certaine manière, et cossus. On sent que... Ils sont vraiment des agents du système, mais il se trouve que leur base, là, sans doute les contraint. Bon, c'est en train de se tasser, à mon avis, le gouvernement ne cédera pas. Mais enfin, il y a eu une petite séquence ouvrière, on voit ressurgir comme ça, une figure ouvrière. Bon, alors maintenant, ce même Jean-Pierre Mercier, bien sûr, quand on l'entend sur Marine Le Pen il y a 2 ans, il est dans le multiculturalisme, l'immigrationnisme le plus dévastateur. Donc, nécessairement, ce sont des croisements tout à fait partiels. D'ailleurs, je crois, j'aurai l'occasion de le dire dans un prochain entretien, que c'est un peu le caractère principal de notre époque, pour nous, nationaux, disons au sens large.
c'est que la grande jonction de tous les patriotes, à la fois sur les plans sociaux, économiques et politiques et identitaires, ne peut pas se produire en l'état actuel. Alors il y a des croisements paradoxaux, puisque effectivement le vieux clivage droite-gauche est dépassé par la gauche et la droite libérale, mais il ne l'est pas par la gauche et la droite patriote. Donc on est un peu dans cette situation-là. Et puis enfin, pour terminer, sur une note d'humour, parce que les antifas me font toujours rire, ils n'opèrent absolument pas la jonction avec l'autre acteur social qu'ils prétendent, ou l'autre acteur, communautaire plutôt, là, dans ce cas précis qu'ils prétendent défendre, à savoir la diversité au sens large, puisqu'ils sont tous Charlie et multicultureux, mais en même temps, il n'y en a quasiment pas dans Nuit debout de représentants de la diversité, comme parmi les antifas. C'est infinitésimal. Il y a un article qui est apparu là qui montre que très souvent, ce sont des petits bourgeois, voire enfants de grands bourgeois, et c'est aussi pour ça que je ne crois pas au danger qu'ils représentent. Ils ne s'en prennent aux flics que parce qu'ils savent qu'ils ont face à eux une police française corsetée, que le pouvoir en place ne permettra pas qu'on aille trop loin contre eux. On le voit d'ailleurs dès que quelqu'un de la diversité, justement, il y a eu une scène dans un kebab à Nantes où le tenancier du kebab sort parce que les casseurs ont dû, je sais pas, bouger ses chaises, etc. Ils détalent comme des lapins. Donc, si vous voulez, moi je crois absolument pas à la dangerosité révolutionnaire des antifas. Ce sont vraiment des branleurs. Mais on les laisse faire. Effectivement, attention, je crois à leur nocivité concrète, c'est-à-dire pour les petits commerçants autour, ils font des dégâts économiques, ils nuisent d'ailleurs en priorité aux travailleurs, et aux gens du peuple, parce que, comme le disait Pasolini au début des années 70, défendant les flics issus de milieux populaires contre les gauchistes, grands bourgeois ou moyens bourgeois, la ligne de front, on peut la penser aussi comme ça. Et donc, c'est la France du travail à laquelle ils nuisent. Mais leur capacité politique est quasi nulle. Alors donc oui, ça donne lieu à des scènes amusantes, puisqu'il y a eu un extrait d'un divers d'origine maghrébine qui arrive sur la place de la République, auquel on tend un micro, et puis qui leur tient un discours un peu très banlieue, en disant ouais, mais de toute façon, vous êtes des bonhommes, vous n'êtes pas des tapettes, etc. Alors que, en théorie, ce mouvement est anti-homophobe et anti-sexiste. Bon. Par ailleurs, il y a eu, semble-t-il, quelques agressions sexuelles commises sans doute par quelques invités de la diversité sur ces places-là, place de la République et puis quelques autres. C'est comme à la Gay Pride, on voit les racailles de cité qui viennent frapper les homos de centre-ville, c'est-à-dire que les deux vaches sacrées de l'époque, les deux figures du bien selon le système, eh bien, manifestement ne vivent pas ensemble. Ça me fait toujours rire. Donc voilà, et puis enfin, je terminerai tout de même sur cette même question identitaire, puisque j'ai essayé de penser la question au plan social, au plan économique. D'ailleurs, je dirais quand même quelques mots, oui, avant de finir tout à fait, sur le fond, c'est-à-dire la loi travail. Bon, moi je plaide pour un front des producteurs contre les prédateurs d'en haut, prédateurs d'en bas, logique financiarisée, actionnariale, etc. Et puis assistanat et illégalisme. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'effectivement, dans les petites entreprises, il peut y avoir des zones de conflictualité. En tout état de cause, je pense qu'il faut tenir les deux bouts de la chandelle, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ça mérite tout un travail, pour essayer de faire comprendre aux petits patrons et à leurs employés que la première ligne de front ne passe pas entre eux, mais entre eux, les prédateurs et les producteurs, comme je viens de l'indiquer. Essayer de faire en sorte que justement les relations dans le travail soient plus concordataires, pourrait-on dire. Alors là, il y aurait des propositions. Je ne crois absolument pas que ça soit la fragilisation des contrats, c'est-à-dire la lutte contre les rigidités du marché du travail en bonne vulgate libérale qui soit la solution. C'est le cœur de la loi Macron, même dans sa version 2, avec les négociations d'entreprise, etc. Je crois que c'est plutôt la baisse des charges, les carnets de commandes. Baisse des charges qui ne pourra être obtenue parce qu'on dit aussi que les charges ont baissé depuis les années 90 mais que ça change rien en réalité. Le problème c'est que ce sont des problèmes de proportion parce que les charges pour les grands groupes restent tout à fait supportables. Pour un petit entrepreneur, elles sont asphyxiantes. Mais on pourra les faire baisser si on tape sur l'assistanat notamment.
hein, sur la CMU, sur un certain nombre d'autres dispositifs, pour valoriser véritablement celui qui travaille, parce que celui qui travaille ne mendie pas sa paye. Or, il y a certains patrons, y compris des petits patrons, qui ont l'air de considérer qu'ils font une grâce à leurs employés en leur donnant un travail. Oui, mais en l'occurrence, ils ont aussi besoin de leurs employés compétents, etc. Et d'ailleurs, moi j'ai un ami très proche là qui est en but à un petit patron, qui essaye de la lui faire à l'envers, qui essaye de convertir des heures sup en vacances, etc. Donc il faut essayer de tenir les deux exigences, quoi. Avec pour axe une espèce de travaillisme, non pas à l'anglaise, mais enfin disons une espèce d'éthique de la production, de défense de la production contre la prédation. Mais encore une fois, je le dis humblement, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'était un peu l'idée de la participation gaullienne, mais il faudrait réinventer des concepts. Et ça, pour moi, je vais essayer de m'entourer de gens qui sont plus pointus que moi sur les questions sociales et économiques pour le faire. Bon, enfin, pour revenir donc à nos amis de Nuit debout et à leurs limites, c'est le moins qu'on puisse dire, ou leurs contradictions, sur la question identitaire justement. Là, je me tournerai plutôt vers les patriotes, les nationaux, les identitaires au sens large, qui, parce que c'est une loi de gauche contestée par des gauchistes, de gauche social-libérale contestée par des gauchistes, sont allés parfois combattre les gauchistes. Bon. Alors si on les combat parce qu'ils pratiquent un certain nombre de destructions et qu'ils sont dans un combat anti-flic qui est indéfendable, oui, mais si on le fait sur le fond, c'est se tromper grandement, parce que les nationaux libéraux sont vraiment dans une impasse complète. Ils ne veulent pas comprendre que l'enracinement des travailleurs, des Français de souche, etc., est lié aussi à la pérennité des contrats. Hein. De ce point de vue-là, c'est très mal comprendre le tissu social français que de croire que cette loi nuit aux paresseux, si on peut dire, ou aux prédateurs. Non, elle peut nuire, et elle nuit principalement à ceux qui travaillent. En tout cas, dans certaines de ces dispositions, parce qu'il y en a d'autres qui pourraient être ouvertes à discussion, mais notamment les négociations d'entreprise. Bon, ça c'est le premier point. Et je les invite justement à se demander, et je terminerai là-dessus, quelle est la partie de la population dont l'élite exerce principalement dans le sport, la musique, le showbiz, disons, le divertissement, voire les médias, dont la classe moyenne est répartie entre la fonction publique pour une part, ou les entreprises publiques, et la petite entreprise familiale de l'autre, c'est-à-dire où la question des contrats ne se pose pas, au fond, hein, on est dans une économie d'un autre type. Et où enfin la majorité se répartit entre l'assistance, l'assistanat et l'illégalisme. Je leur pose la question et je leur demande si c'est à cette partie de la population que la loi Macron-El Khomri nuit en premier lieu, ou aux Français de souche européenne, plus généralement, mais y compris d'ailleurs pour certains de souche extra-européenne, qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui, au fond, fait tourner l'infrastructure du pays.